à tous. Alors pour la thématique de ce soir, en fait, j'ai rebondi sur une suggestion émise par un participant aux conférences sur les questionnaires que vous avez entre les mains, donc n'hésitez pas. Le thème proposé, c'était la recherche médicale et les ressources du milieu marin. En même temps, en fait, on a une des administratrices de la Maison de la Mer qui rencontrait l'intervenant de ce soir, donc tout ça c'est bien fait. Donc voilà pourquoi Patrick Cormier est là ce soir. Il est professeur à l'université Pierre et Marie Curie, il est biologiste à la station de Roscoff. Et alors ce soir, il va essayer de nous faire comprendre l'intérêt de la recherche fondamentale en utilisant des modèles marins comme l'oursin pour des questions de santé humaine. Donc c'est un thème un peu nouveau pour la Maison de la Mer, donc j'espère que vous apprécierez. Et puis comme d'habitude, on se garde un temps de questions à la fin de l'intervention pour échanger. Merci. Bien, ça y est, c'est commencé. Tout le monde m'entend. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci beaucoup pour cette invitation. Vous êtes très courageux de venir avec un beau soleil comme cela. Oui, je vais essayer de vous faire comprendre quelque chose de très difficile. En gros, pourquoi en étant dans un laboratoire à Roscoff, donc voilà mon laboratoire, en fait je travaille ici, donc c'est pas mal aussi comme environnement, si vous connaissez. C'est une station donc extrêmement réputée au niveau national et international. On travaille sur des modèles marins. Je suis dans un laboratoire, vous voyez, on aime bien les sigles, nous, qui s'appelle Laboratoire de biologie intégrative des modèles marins. Le deuxième, c'est parce que c'est modèles marins. Et puis dans une unité mixte de recherche, CNRS et UPMC, donc pour Université Pierre et Marie Curie. Donc je suis ce qu'on appelle un enseignant-chercheur. J'ai une double casquette, au moins une double casquette d'enseignant et de recherche. Et je vais vous montrer, je vais essayer de vous expliquer comment on utilise un modèle marin, donc l'oursin ici qui a été dessiné par mon garçon, contre le crabe, et je vais faire un peu de sémantique, parce que le titre, c'est vrai qu'on l'a trouvé juste pour cette... En fait, c'est un peu une première, on l'a inventé rien que pour vous, cette présentation. Et c'est vraiment vous montrer comment on utilise le modèle oursin pour la recherche contre le cancer. Donc c'est un peu loin des thématiques que vous avez pu avoir jusqu'ici sur la pêche, mais on pourra parler un petit peu plus tard des ressources. Alors pourquoi le crabe? En fait, le crabe, tout le monde, quand on parle du cancer, intuitivement on parle du crabe. Et avant, il y a 2 jours, je me suis dit, mais attends, il faut peut-être expliquer d'un point de vue sémantique. Et le crabe, en fait, c'est le mot latin d'homonyme qui signifie crabe. Vraiment, en latin, vous appelez le crabe cancer. Et quand vous prenez par exemple le tourteau, vous connaissez le dormeur, son nom latin, c'est Cancer pagurus, et j'avais déjà noté que ce nom cancer était exactement celui de la pathologie. Alors pourquoi les gens l'ont appelé le crabe? C'est assez ancien, Hippocrate, j'ai un peu de fatigue, ça sera enregistré, ça c'est pas grave. Bon. 460 à 377 avant Jésus-Christ, donc c'est une longue histoire, avait déjà noté que dans un certain nombre de tumeurs, il y avait des formes avec un corps assez fort, assez important, et des sortes de pattes qui donnaient la forme d'un crabe, d'où le nom de cancer et de crabe. Et si vous prenez un traité de Galien, donc, qui est quelques centaines d'années après Jésus-Christ, vous prenez dans son texte, maintes fois nous avons vu aux mamelles une tumeur exactement semblable à un crabe. Donc vous voyez que cette notion de crabe et de cancer, c'est quelque chose depuis longtemps. Alors, c'était pour expliquer la notion de crabe. Je ne suis pas médecin. Il faut que ça soit très clair, je suis chercheur. Et je vais essayer de vous expliquer, en des termes simples, comment on voit le cancer. Le cancer, c'est une maladie de la division des cellules, c'est-à-dire que les cellules vont se diviser avec une perte de contrôle. On aime dire d'une manière anarchique, ce n'est pas totalement anarchique, il y a une perte de contrôle. Elles ne vont plus être contrôlées comme elles pourraient être contrôlées dans des conditions physiologiques. Et ce qui est intéressant aussi, ce qui est important, c'est de garder en tête que le cancer prend naissance pendant la division des cellules. C'est-à-dire qu'il faut que les cellules se divisent et qu'elles aient ce potentiel de division pour pouvoir devenir cancéreuses. Donc, si on prend par exemple notre propre histoire, on est tous passés à un moment à l'état d'une cellule, à l'état œuf, puis 2 cellules, puis ça s'est divisé, et ça s'est divisé, un être humain, on compte à peu près 10 000 milliards de cellules. C'est gigantesque en termes de nombre de cellules. Alors vous voyez que pour arriver ici à avoir un organisme complètement développé, avec un dos, un devant, une tête, etc., il a fallu énormément de contrôle, de manière, à partir de cette cellule initiale, un organisme extrêmement complexe. Mais ce qui est aussi important à retenir, c'est que chaque jour, vos cellules continuent à se diviser.
Et ça veut dire que chaque jour, vous avez de l'ordre de 1 milliard de divisions par jour. Donc si je vous dis que le cancer va plutôt toucher les cellules qui se divisent, on voit un peu l'impact. Alors n'ayez pas peur quand vous voyez cette diapositive. Chaque jour, vous avez à peu près 50 000 erreurs lorsque vos cellules se divisent. Elles peuvent être multiples, ces erreurs. Vous pouvez avoir des cassures d'ADN ou une mauvaise répartition de chromosomes. Et je vous ai montré ici, pour vous montrer un peu, c'est ce qu'on appelle un time-lapse, c'est-à-dire une vidéo de division de cellules qui se divisent, et on voit les chromosomes. Et quelquefois, il y a des mauvaises répartitions des chromosomes qui font qu'il va y avoir une mauvaise répartition des gènes, et derrière, vous allez affecter la division des cellules. Donc, ces cellules qui vont se diviser d'une manière importante dans votre corps, il faut qu'elles aient des mécanismes cellulaires de détection des erreurs. Elles vont contrôler, toutes les cellules vont se contrôler, être sûres que les erreurs ont été corrigées. Si elles sont détectées, il va y avoir une machinerie qui va arrêter la division des cellules. Ce qu'on appelle le cycle cellulaire. Cycle cellulaire, bon, cellule, je ne l'ai pas défini. Une cellule, c'est l'unité fondamentale du vivant. On est constitué de cellules. Vous avez votre peau qui est pleine de cellules. Le cycle cellulaire, on comprend bien dans la notion de cycle qu'on va partir d'un état, on va passer par plusieurs états et on va revenir à un état initial. C'est une sorte de succession pour chaque division. Lorsque vous vous divisez, que les cellules se divisent et qu'il y a un cycle cellulaire, vous pouvez arrêter. Ce signe indique que vous arrêtez le cycle cellulaire. Donc quand votre machinerie a compris qu'il y avait une erreur, elle va arrêter le cycle cellulaire de manière à ce que la cellule ne continue pas à se diviser. Et puis elle va mettre en place un système de réparation. Vous avez 50 000 erreurs par jour, mais vous avez un système de contrôle. Le problème, c'est quand vous n'avez plus de système de réparation efficace ou de système de détection du cycle cellulaire. Donc le cancer commence à partir d'une seule cellule, et c'est justement par le perte de contrôle de division, c'est-à-dire que les cellules ne sont plus capables de savoir si les erreurs ont eu lieu et de les réparer. C'est ce qui a donné en 2001 un prix Nobel à 3 personnes que j'ai citées ici, Paul Nurse, Tim Hunt et Rita Hartwell, et je reparlerai de Tim Hunt tout à l'heure, justement pour, c'est le prix Nobel de physiologie et de médecine, la découverte des acteurs du cycle cellulaire. Alors ça a été vraiment une révolution, ça a commencé dans les années 80 et ça a été l'aboutissement avec le prix Nobel en 2001. Si vous regardez un petit peu la littérature scientifique, vous verrez que pour étudier le cancer, pour comprendre ce qu'est le cancer, il existe plusieurs modèles. Alors qu'est-ce que c'est qu'un modèle? C'est un animal, un organisme qui permet d'étudier les choses. C'est fait pour comprendre. Vous avez vu ici des cellules qui se divisaient. C'est des cellules en culture que l'on utilise. Et en général, les gens comprennent bien qu'on peut être financé en termes de recherche en utilisant des cellules de mammifères, parce que les mammifères, tout le monde l'accepte, c'est quelque chose de relativement proche de l'homme. Vous avez les modèles murins, qui sont aussi des modèles extrêmement efficaces, parce qu'on sait que la physiologie, l'aspect cellulaire et l'évolution, on est assez proche des souris. Vous voyez que ces souris sont un peu particulières, elles ont été modifiées, elles sont vertes dans les yeux et dans les extrémités. On leur a fait rentrer un gène qui est fluorescent, qui est ce qu'on appelle une green fluorescent protein, et j'en parlerai à la toute fin, vous verrez qu'il y a un lien aussi avec la mère à ce niveau-là. Mais l'intérêt de faire ces souris mutantes, c'est que vous pouvez suivre le devenir d'un certain nombre de cellules que vous allez cibler. Vous avez des systèmes aussi extrêmement efficaces pour suivre à l'intérieur des cellules. Regardez ce petit film, on le verra, enfin je ne sais pas s'il est déjà passé, mais on peut voir les différents acteurs bouger à l'intérieur. Vous avez d'autres modèles qui, là, sont des divisions embryonnaires. Alors, qui dit division embryonnaire? Vous ne pouvez pas faire ça sur des mammifères facilement ou sur des humains, bien entendu. Donc, vous allez utiliser des modèles qui sont un petit peu exotiques. Et ici, par exemple, ce que vous voyez, ce sont des embryons. C'est un embryon, c'est un seul embryon, qui est un embryon de mouche, de drosophile. Et ce que vous voyez, c'est les noyaux dans lesquels va se trouver le système génétique, ce qu'on a vu en bleu. Et ici, c'est le système microtubulaire, c'est la même chose ici, qui permet de comprendre. Et vous voyez que toutes les cellules se divisent en même temps, et qu'il y a une certaine synchronisation, il y a une orchestration. S'il y a une orchestration, c'est qu'il y a des chefs d'orchestre, il y a quelque chose qui donne le timing. Donc on est dans cette notion de régulation. Vous voyez ici, ça c'est le patrimoine génétique, c'est l'ADN.
hein, qu'on appelle, vous connaissez peut-être la notion d'ADN, tout le patrimoine génétique, on reviendra dessus. Et on voit bien que ça se divise d'une manière synchrone. Je sais pas, voilà. Ça, c'est ce qui se passe dans vos cellules. C'est pour vous montrer un peu les technologies maintenant. Vous pouvez très bien voir dans les cellules des mouvements de molécules qui sont en train de se former. Je ne vous expliquerai pas comment c'est fait, parce qu'il me faudrait 1 heure pratiquement, mais dans vos cellules, il se passe exactement la même chose. Une cellule, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'extrêmement actif. Et on va le voir un petit peu plus loin. Je vais le laisser. Voilà. On voit l'extrémité ici d'une cellule. En fait, ce que vous avez ici en blanc, c'est la même chose que ce que vous voyez en vert. Donc c'est toute une dynamique. Et je voudrais simplement voir la suite. Après, on voit tout le système microtubulaire. Voilà. Dans vos cellules, vous avez tout un réseau de microtubules qui permettent à la cellule de se mouvoir ou éventuellement de transporter des choses à l'intérieur. Donc une cellule, c'est quelque chose de très très actif. On ne va pas aller plus loin, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on va utiliser des modèles quand vous êtes intéressé à la problème de cancérogénèse, au problème du cancer. Alors pourquoi vous travaillez sur des modèles? Parce qu'en général, vous allez essayer de répondre à une question biologique très spécifique. Et le modèle que vous allez utiliser va permettre d'y répondre. On verra ça peut-être dans le cadre des échanges, si vous avez envie d'aller un peu plus loin. Très souvent, un modèle, c'est un système plus simple. Quand vous prenez un humain, d'abord, il y a un problème éthique, c'est pas facile de travailler avec de l'humain. De travailler avec des mammifères, il y a d'autres problèmes éthiques qui viennent, c'est aussi complexe. Donc vous allez essayer d'avoir des modèles qui sont très simples d'un point de vue mécanistique. Les 3 personnes que je vous ai montrées, Paul Nurse, Tim Hunt et Hartwell, ont eu des prix Nobel, un pour justement l'utilisation de l'oursin, et les 2 autres pour l'utilisation de la levure. Et prix Nobel de physiologie de médecine pour la découverte justement des acteurs du cycle cellulaire et leur application au cancer. C'est la levure qui a permis de faire un bond de manière considérable. Petite parenthèse, à cette époque-là, les généticiens étaient financés par les brasseurs, parce que d'un point de vue recherche, on ne voyait pas l'intérêt de travailler sur la levure. Et maintenant, c'est devenu un outil extrêmement puissant. Alors pourquoi c'est intéressant de travailler sur ces systèmes qui peuvent nous paraître un peu exotiques, en se disant on donne de l'argent, à quoi ça sert? Parce que justement, les gènes sont conservés au cours de l'évolution. Et je reviendrai sur cette notion-là. Et quelque chose qui est assez compliqué et que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps dans des très bons papiers de gens qui s'occupent de l'évolution et de l'aspect génétique. Alors c'est un nom très barbare, la science qui fait ça. C'est que si vous regardez les gènes qui sont appliqués dans le cancer, chez les humains, ces gènes ne sont pas apparus d'une manière récente au cours de l'évolution. Ces gènes existent pratiquement dès le début de la vie. Ça veut dire que tout au cours de l'évolution, les gènes qui provoquent nos cancers chez nous existent déjà chez un certain nombre d'organismes. Et tous les organismes ne font pas des cancers. Donc comprendre la fonction de ces gènes dans des systèmes un peu plus simples, un peu éloignés en termes d'évolution, nous permettent d'avoir beaucoup d'informations. Voilà, c'est mon introduction sur l'oursin. D'accord ? C'est pour vous faire comprendre que dans notre équipe, on a choisi d'utiliser un modèle qui est l'oursin pour justement se positionner dans un contexte de cancérogénèse. Et donc, je vais articuler mon exposé en 3 parties. Une première qui va être justement pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec le modèle oursin. Alors, il y a des mauvais jeux de mots, un modèle épineux pour une recherche de pointe. Ça, c'était une première présentation que j'avais faite au tout début dans les universités du temps libre. Vous verrez aussi l'oursin et cancérologie, le double effet qui se coule. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi c'est aussi un modèle qui permet de faire plusieurs approches. Et puis à la fin, j'essaierai d'aller assez vite sur l'aspect apport des modèles marins et en sciences et cancérologie, parce qu'il faut que je tienne dans les 45 minutes et que je suis très bavard, donc il faut que je fasse attention. Donc on commence avec l'aspect, justement, un modèle de pointe. Et pour pouvoir bien vous montrer, vous verrez que le point central de l'exposé, c'est que c'est un modèle pour étudier les divisions cellulaires. Le cancer est une pathologie des divisions cellulaires. J'ai un modèle ici pour étudier les divisions cellulaires. Et donc, avant de rentrer sur cette problématique, on va faire un peu d'histoire naturelle, puisque un oursin, c'est quand même un organisme qui vit dans la mer. Vous avez remarqué que mon petit oursin, dessiné par mon garçon, il a un bonnet bleu, parce qu'il est 100% marin.
D'accord ? Et ça, c'est très important. On est dans un modèle qui est vraiment, il a une sorte de petit drapeau, c'est un modèle marin. Et il fait ses petits dans la mer avec une libération des gamètes. Ce que vous avez vu tout à l'heure, je ne sais pas si on va pouvoir le revoir, ce que vous avez vu ici, c'est la libération, les animaux sont grégaires, et lorsque la bonne saison arrive, ils vont se mettre à larguer leurs gamètes. Donc vous avez des mâles et des femelles, séparés. Hein. Là, ici, ça c'est un mâle avec du sperme. La femelle va laisser ses ovules. Vous voyez, un ovule ici, ça fait 1/10 de millimètre. Donc c'est assez petit quand même. Mais ça va vous donner un nombre considérable. Et au bout de quelques semaines, ça va se diviser pour donner une sorte de larve, comme ça, qu'on appelle une larve Pluteus. C'est un petit vaisseau spatial avec des systèmes de squelettes. Mais ce que vous voyez ici, ce ne sont pas les épines. Ça n'a rien à voir avec les épines. Ce que très peu de gens savent, c'est qu'en fait, cette larve va se métamorphoser complètement. Il va y avoir une petite partie qui va se développer. Vous voyez qu'elle se nourrit, elle a un intestin primitif. Elle va se développer, à partir d'une petite partie, elle va se métamorphoser comme une chenille. C'est un développement indirect, et elle se métamorphose. Et à un moment, ici c'est une autre larve, ici, mais on va la voir, à partir de cette partie-là, vous avez un petit oursin qui va se mettre en place. Donc là, on est presque 2 mois après la fécondation, qui va se déplacer avec ses petits pieds. Et puis vous voyez, là, ces piquants, ce sont ces vrais piquants qui vont devenir les piquants adultes et qui vont donner cet oursin que vous connaissez. Alors, on voit ici la taille, la différence entre la larve ici et l'oursin qui va se développer. C'est un développement très complexe. À l'université, on étudie ça en mettant pas mal d'heures pour donner aux étudiants le nombre de connaissances. On connaît pratiquement, pas tous les gènes, mais une grande partie des gènes qui vont être impliqués à toutes les étapes du développement. Donc, nous, on s'intéresse à ce modèle-là, on va se recentrer sur l'exposé, sur le problème de cancer. Et vous allez voir que je n'ai pas inventé l'eau chaude. Hein. Mon équipe se situe dans une histoire, dès l'histoire des sciences. Le premier qui a travaillé sur l'oursin, c'est Aristote, 384-322 avant Jésus-Christ. À l'époque, on avait des scientifiques qui étaient pluridisciplinaires, hein, qui faisaient des maths, de la philosophie, de la poésie, de la biologie. Et c'est lui qui a donné le nom, en fait, à l'oursin, à son système mandibulaire ici, qu'on appelle la lanterne d'Aristote, et que les étudiants apprennent à l'école. C'est lui qui a décrit. La lanterne d'Aristote, là j'en ai pas, j'aurais pu en emmener 50 pièces. 50 pièces qui ont été créées par l'animal. Donc vous imaginez tous les contrôles. Et on a une relation aussi avec le cycle cellulaire. C'est-à-dire à partir d'une cellule, vous allez donner quelque chose de très compliqué. Mais vous voyez qu'au cours des sciences, enfin, au cours des différents siècles, les gens ont travaillé sur l'oursin. Virchow, ici, en 1858, a donner ce titre ici, omnis cellula et cellula, ça veut dire que toute cellule provient d'une cellule. Pour nos étudiants, il est évident qu'une cellule va donner une autre cellule. Ce n'était pas si évident que ça, il a fallu le démontrer. Et c'est à partir de l'oursin que ça a été fait. Les premiers pronucléis, alors les pronucléis, ce sont les noyaux, ont été montrés, et je vous en montrerai tout à l'heure, en 1876. Donc c'est déjà une longue histoire. Le plus beau, je trouve, vraiment le plus beau, et d'ailleurs je l'ai mis ici, c'est sa thèse, c'est en allemand. C'est Boveri ici, en 1914, qui, à partir de l'observation des divisions de l'oursin, amène l'hypothèse qu'un cancer pourrait être dû à une mauvaise répartition des chromosomes. En 1914, à partir de l'observation. Il a vraiment une vision de ce qui sera la réalité et qui a été démontré depuis. Ensuite, on rentre dans des mécanismes un peu plus complexes de déterminants du développement avec Orstardius. Et là, je ne reviendrai pas dessus, mais ça, c'est des très très belles manips, mais qui permettent de comprendre que chaque cellule ici va avoir une destinée et de comprendre comment cette destinée va être contrôlée. Pour les biologistes ici, un des éléments phares a été découvert dans l'oursin, ce sont ce qu'on appelle les acides ribonucléiques, et c'était quelque chose de très important en sciences. Et puis, la découverte de la cycline, je reviendrai dessus tout à l'heure, découverte en 1983 par Tim Hunt, qui lui a donné le prix Nobel en 2001, à partir de l'oursin. Vous voyez, donc l'oursin, ce n'est pas un rigolo en termes de modèle. Il a une histoire, il a quelque chose qui est ancré, en tout cas, d'un point de vue scientifique. Et je n'ai pas pu me résister à mettre en 2006, et j'en reparlerai, le séquençage. Et les GRN, ça veut dire les Gene Regulatory Network, c'est-à-dire les réseaux de régulation des gènes qui ont été mis en place par un monsieur qui est malheureusement décédé l'année dernière, Eric Davidson, mais qui a été un leader mondial au niveau de l'oursin et qui a fait prospérer le modèle.
Alors nous, à la station biologique de Roscoff, on travaille sur les organismes marins. Vous avez ici une bande dessinée, je dirais tout à l'heure avec Jean-Yves Daou, c'est tiré d'un Spirou, très bonne publication, hein, de 7 à 70 ans, et je pense que c'est peut-être ma publication la plus lue au monde, parce que ce que vous voyez le frisé là, c'est moi, donc je suis héros de bande dessinée. Et on travaille donc sur différents modèles, sur des questions biologiques bien particulières. Si vous allez à Roscoff, et je vous invite à venir visiter Roscoff, il y a les journées de la science, enfin, les portes ouvertes, etc. Venez nous voir et vous verrez dans un petit jardin qu'il y a un petit panneau ici avec Yves Delage qui travaille sur quelque chose, et si on regarde, on s'aperçoit que ce sont des oursins. Donc ça veut dire qu'il y a une longue histoire d'utilisation de ces modèles au niveau de la station biologique de Roscoff. Et nous, on continue, on perpétue cette histoire. Alors pourquoi c'est un super modèle? Là, on va commencer à rentrer dans la cellule. Alors voilà une cellule. Cette cellule, il faut l'imaginer, elle fait 1/10 de millimètre. Donc c'est très grossi, là. Ici, ce sont les têtes de sperme. Ça fait 2 micromètres, c'est-à-dire pas gros. Hein. C'est vraiment tout petit. Mais vous voyez que le mâle est ridicule à côté de la femelle. Ça, c'est la femelle. Ça, ce sont tous les mâles. Si ça se divise, alors peut-être qu'il faut... Je ne sais pas si ça va fonctionner. Oui. C'est là, il faut que je vienne. Ah, ça y est. Vous voyez que les mâles vont avoir comme seule obsession, enfin les spermatozoïdes, de venir féconder. Et ici, il y en a un. Chez l'oursin, on assiste à quelque chose d'extraordinaire. C'est quand il y en a un qui pénètre à l'intérieur. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Non, pas comme ça. Donc on va essayer comme ça, mais c'est plus difficile. Je vais revenir. Ah, il y a une petite contrôle de la souris qui n'est pas facile. Voilà. Vous voyez, dès qu'il y a la fécondation, on assiste à un mécanisme qu'on appelle la levée de l'enveloppe de fécondation, qui permet d'empêcher les autres spermatozoïdes de rentrer à l'intérieur. C'est un système qui empêche la polyspermie. Parce que la nature a mis en place, et attention quand je dis ça, faut faire très, c'est une métaphore, mais elle a mis en place un système qui empêche de rentrer plusieurs patrimoines génétiques. On rentrerait dans un problème, c'est que s'il y a trop d'ADN qui rentre à l'intérieur, on tombe comme dans un problème de mauvaise répartition des chromosomes, comme dans un cas de cancer. Et vous voyez ici, ça c'est des cellules que j'aime bien montrer. Ça a été quand je suis arrivé à la station biologique de Roscoff, les premières photos prises par mes étudiants. Je vous ai parlé de pronucléus et de pronucléi. Voilà, le pronucléus mâle, c'est-à-dire le noyau mâle, c'est le patrimoine génétique du mâle ici. Ça c'est le patrimoine génétique de la femelle. Et on peut suivre au cours du temps la fusion. Et puis ici, la condensation et la première division mitotique. Ça a été fait par des étudiants en licence d'une manière très facile. Donc on montre ici que c'est un système extrêmement facile à utiliser. Les images qui vont suivre sont justement pour vous montrer que les divisions sont rapides. Alors bien entendu, le film est accéléré. Donc ça se met en plusieurs... la première division ici, par exemple, met 80-90 minutes. La deuxième met 30 minutes après, et puis vous avez, non pardon, toutes les heures à peu près, vous avez des divisions, et elles vont donner ensuite une blastula, et elles vont donner différents niveaux de développement. Si je compare ici à cet embryon, ici c'est un embryon de souris, et vous vous rendez compte que les premières étapes sont exactement les mêmes. Vous avez des divisions, après ça va se changer un peu, puis on va revenir à un système à peu près analogue, où on va avoir ce qu'on appelle aussi une blastula, et c'est de ces embryons ici que vont se développer ensuite les autres étapes du cycle, de l'embryogénèse. Donc ce que l'on peut voir, c'est qu'il existe une grande similitude entre le développement embryonnaire des oursins et des mammifères. Simplement, c'est qu'une souris, vous allez avoir à peine une dizaine d'embryons. Puis il va falloir remettre l'embryon derrière parce que c'est une fécondation in utero. L'oursin, lui, va vous donner un nombre considérable de cellules, je vous le donnerai tout à l'heure, et qui vont se diviser tout en même temps, et j'insisterai sur cette donnée. Cette lettre, illisible, c'est simplement pour montrer un papier, enfin c'est une lettre originale, signée par Tim Hunt, qui a envoyé une lettre en 1982 à un monsieur qui s'appelle Jackson. C'est en anglais, donc je l'ai traduit ici. Ça a été écrit à la station biologique marine de Woodsall. Il travaillait avec ses étudiants, ce qu'on fait nous à la station biologique de Roscoff. Et il travaillait avec de la radioactivité. Et il a fait une découverte. Il dit « Je suis très surpris quand juste après la fécondation, l'abondance d'une protéine augmente rapidement et fortement, puis disparaît abruptement, et ceci ensuite pour chaque cycle de division. » Avec ses étudiants, en regardant les divisions, il a vu qu'une protéine, c'est-à-dire une molécule, augmente en quantité
importante, puis hop, décroît, augmente, puis décroît, augmente, puis décroît, et ça d'une manière synchrone à la division des cellules. Il l'a appelée cycline, parce qu'elle cycle avec le cycle cellulaire. Il y a une petite phrase rigolote, ici. Je ne comprends pas trop ce que cela veut dire, ou ce qui se passe, mais j'ai de la forte présomption qu'il s'agit de quelque chose d'important. Voilà, ça lui a tout simplement donné le prix Nobel, puisque quelques années après, ils ont découvert que c'était un des acteurs clés qui contrôle la division des cellules, et en particulier une autre molécule qu'on appelle une kinase, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc c'est le prix Nobel de 2001 sur les acteurs du cycle cellulaire et leur implication en cancérogénèse. Et j'insiste bien, hein, levure et oursin, prix Nobel de physiologie et médecine. D'accord ? C'est vraiment un lien avec la médecine. Alors, ces images-là sont tirées d'un film. On a eu la chance de tourner pour Arte un documentaire qui dure à peu près 40 minutes. Et ce sont des films que j'ai tirés d'Arte. Et on voit en fait, après la division, après la fécondation, les divisions que l'on peut suivre assez facilement. Ici, c'est la même chose après un traitement. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous utilisez ces systèmes-là, une femelle oursin va vous donner 10 puissance 7 ovules, c'est-à-dire 10 puissance 7, alors ça fait 10 millions, hein, si je ne me trompe pas. Il y a peut-être des mathématiciens ici. 10 millions d'ovules. Une femelle. C'est considérable. C'est ce qui a permis à Tim Hunt de faire de la biochimie, de purifier sa protéine parce qu'il avait besoin de beaucoup de matériel. La fécondation est extrêmement facile et vous voyez que toutes les cellules se divisent d'une manière synchrone. Et ça, c'est un point essentiel, c'est-à-dire que nous, on a plusieurs espèces d'oursins et seules quelques espèces d'oursins se divisent d'une manière synchrone. S'il n'y avait pas eu cette synchronicité, on n'aurait jamais pu faire, on n'aurait jamais pu découvrir la cycline. D'accord ? Donc on voit bien la notion de modèle. À un modèle, vous avez des caractéristiques. Donc un autre point, les divisions mitotiques sont physiologiques. Rapide et synchrone. Rapide, je vous ai montré, 2 heures la première division. Si vous preniez une cellule d'embryon humain, 24 heures la première division. Et en plus, vous n'avez pas beaucoup de cellules. Puis en plus, éthiquement, vous ne pouvez pas prendre des embryons humains pour faire ces études-là. Physiologique, j'insiste sur ce point-là. Les divisions, quand vous utilisez des cellules en culture, ce sont d'extrêmement bons modèles. Je ne mets pas en compétition les différents modèles. Bien attention à ce niveau-là. Ils sont tout à fait complémentaires. Mais les cellules en culture sont toutes des cellules qui sont immortalisées. C'est-à-dire que les gènes justement du cancer, de certains nombres de cancers, ont été activés. Et par exemple, il y a des cellules que certains d'entre vous connaissent qu'on appelle les cellules HeLa, qui sont très utilisées en recherche. Elles viennent d'une personne qui s'appelle Henrietta Lacks, qui était une femme d'origine africaine-américaine et qui est morte dans les années 50. Et on lui a pris ces cellules, je crois que c'était un cancer des ovaires, et ces cellules sont immortalisées, c'est-à-dire qu'on peut les garder dans nos laboratoires d'une manière immortelle, elles continuent à se diviser. Donc quand vous travaillez avec des cellules en culture, vous faites bien une recherche de pointe, mais vous n'êtes pas dans un contexte physiologique. Et le cancer, il faut prendre la physiologie pour le remettre dans son contexte général. Donc avec l'oursin, vous êtes dans un contexte physiologique puisque vous ne faites rien d'autre que de faire ce qui se passe dans la mer. Vous fécondez des œufs et vous regardez le développement. Une fois que... Ah, s'il y a une dernière phrase. Pas de duplication du génome. Je vais expliquer ce terme-là. Pas de duplication du génome. Si vous regardez notre évolution, nous, humains ou les mammifères, le génome a, au cours de notre histoire évolutive, été dupliqué de l'ordre de 2 à 4 fois. C'est-à-dire que pour une protéine, vous avez 4 gènes. Quand vous prenez l'oursin, pour une protéine, vous avez un gène. Donc c'est extrêmement intéressant, lorsque vous voulez comprendre le rôle d'un gène, de pouvoir avoir un seul gène et de voir qu'est-ce qui se passe si vous l'altérez, si vous l'empêchez de fonctionner. Là aussi, c'est des manips un peu compliquées, mais on a eu la chance de participer en 2006 au génome de l'oursin qui a été effectué donc, dans le cadre d'un consortium. Et le génome, la définition, c'est l'ensemble du code génétique d'un organisme, c'est-à-dire que vous prenez les premières bases de l'ADN jusqu'aux dernières, vous séquencez tout et vous reconstruisez totalement le patrimoine génétique. C'est une révolution des années 2000. C'est l'approche vraiment qu'on appelle holistique ou comment dire, intégrative.
Alors bien entendu, en 2006, on n'était pas tout seul, c'était le résultat d'un travail d'équipe, 187 personnes, près de 50 laboratoires dans le monde, et je vous ai parlé d'Eric Davidson tout à l'heure. On le voit ici un peu difficilement. Voilà, c'est le petit monsieur là, derrière. Franchement, il ne paye pas de mine, mais c'était un monsieur extrêmement brillant, et qui avait réussi justement à fédérer toutes les équipes qui travaillaient sur l'oursin au niveau mondial. Et son travail a permis vraiment d'avancer énormément, en tout cas sur le modèle que l'on utilise. Donc, à partir de là, qu'est-ce que l'on peut sortir? Tout le monde a compris le génome? C'est clair, hein? C'est tout le patrimoine génétique. C'est important de faire la différence entre... moi, quand j'étais étudiant, on parlait de gènes, et on parlait d'un gène, et on essayait de comprendre le rôle d'un gène. Le génome, c'est je me prends tout dedans, et j'essaye d'intégrer ensemble. On reviendra dessus, parce que c'est une notion extrêmement importante, moins pour nous, mais pour nos enfants, c'est extrêmement important, et pour nos petits-enfants. L'oursin, quand on regarde le génome, on s'aperçoit que l'oursin est un invertébré proche des vertébrés, d'un point de vue évolutif, c'est-à-dire qu'il a 70% des gènes qui existent chez l'oursin, présents aussi chez l'humain. Donc on a un lien de parenté extrêmement fort. Les gènes sont très conservés au cours de l'évolution, et le modèle pour la division nous permet justement, enfin l'ensemble de cette conservation nous permet d'appuyer l'approche justement que l'on effectue au sein de notre laboratoire, d'utiliser ce modèle pour étudier les divisions et les gènes impliqués dans les divisions. Alors, quand on regarde ici, alors voilà un joli arbre phylogénétique en fait, qui permet de comprendre l'évolution, il y a deux choses qu'il faut remarquer. La première chose, c'est que le niveau ici vous indique que tous ces organismes sont sur le même niveau d'évolution. Ils ont autant d'années d'évolution. Même une mouche, on peut dire qu'elle est presque plus évoluée parce qu'elle, en termes de génération, c'est très rapide, c'est quelques jours. Et vous imaginez que, comme c'est quelques jours, les gènes qui les constituent ont évolué énormément. Donc, on peut amener une première idée, c'est qu'une mouche, un oursin, une souris est aussi évoluée que l'homme. Ça, c'est pas facile à comprendre, hein. Mais ça a été démontré, maintenant, on en est certain. En termes d'évolution, on n'a pas le droit de dire qu'une mouche est moins évoluée. En revanche, en biologie, plus complexe ne veut pas dire plus évoluée. La complexité n'est pas corrélée à l'évolution. Vous avez des organismes qui sont très évolués, qui sont très simples. Puis vous avez des organismes très complexes et qui, d'un terme d'évolution, sont apparus beaucoup plus précocement que leurs prédécesseurs. Donc la complexité d'un organisme n'est pas liée à l'acquisition de nouveaux gènes, mais à la complexité des contrôles entre les gènes. Waouh! Alors là, ça commence à devenir compliqué. Et je vais essayer d'expliquer ça. C'est-à-dire que vous prenez une mouche, vous prenez un oursin, vous prenez un ver, vous allez trouver à peu près les mêmes gènes. Simplement, ils ne vont pas être efficaces de la même façon, ils ne vont pas être contrôlés de la même façon. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ça. C'est un challenge qui n'est pas si évident que ça. Donc, quand on fait cette approche des génomes et qu'on les compare, ça permet de mieux comprendre l'évolution des organismes sur la Terre. Et il faut savoir, et ça c'est un aspect assez comment dire, dérangeant quelquefois, c'est que nous sommes tous issus d'organismes communs, c'est-à-dire que nous avons un lien de parenté avec la mouche, un lien de parenté avec le ver ici, et avec l'humain. D'accord ? Nous sommes tous d'une origine commune, sur plusieurs millions d'années bien entendu. Mais quand vous avez le génome, vous pouvez aborder la biologie de l'organisme d'une manière intégrée. Je refais appel à M. Jean-Yves Duhaut, ici, qui était venu à la station, donc c'est publié dans Spirou, et il avait fait un petit livre qui s'appelle Le Labo, donc on n'est pas le seul labo à avoir été visité. Ça a été pris à la saison, si vous allez à la Maison des Sciences à Paris, c'est pas la Maison des Sciences, mais la Cité des Sciences, merci, c'est un peu plus grand, à Paris. Vous avez ce livre-là, ça a été en partenariat. Et donc ça, c'est sorti de sa bande dessinée. Et donc ce que je dis ici, c'est qu'on a décrypté entièrement le génome de l'oursin que l'on peut comparer maintenant à celui de l'homme. Ce tableau représente un réseau génique, donc vous voyez que c'est assez compliqué. Il représente une petite partie des liens qui existent entre les gènes d'un être vivant. Bientôt, nous devrons travailler avec des mathématiciens pour y voir clair dans nos recherches. Alors ça, on est en 2010. Moi, je suis une bille en mathématiques. Mais je m'aperçois que les mathématiques sont très importantes. Donc il a fallu qu'on fasse un effort en termes de réflexion, d'introspection,
Et en termes de formateur, on a monté une licence bidisciplinaire de biologie mathématique, justement, pour pouvoir préparer nos étudiants à ces approches intégrées qui associent biologie et mathématiques. Et c'est drôle parce qu'il y avait, lors d'une de mes premières UTL en 2006 ou 2007, j'avais un monsieur qui m'avait adressé justement un commentaire sur les mathématiques. À l'époque, je n'étais pas encore prêt. Maintenant, je suis plus que prêt puisque je porte le message. En fait, c'est une présentation qu'on fait aux étudiants en général. La manière dont vous voyez le monde la semaine dernière, c'est-à-dire que la biologie, ça peut être vu comme ça, avec des arbres, des petits lapins, etc. Nous, on leur demande de le voir sous cette forme-là. Parce que cette vision mathématique nous permet de modéliser les choses et nous permet d'avancer un certain nombre d'hypothèses. Et vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'être un mathématicien pour pouvoir avancer dans cette réflexion-là. On rejoint en fait Aristote, on rejoint Hippocrate, etc., puisque je vous ai dit qu'ils étaient pluridisciplinaires. L'approche pluridisciplinaire, ça a un nom maintenant qui s'appelle la biologie des systèmes, et qui va associer biologie, informatique et mathématiques. En même temps, vous avez des petits films ici qui vous montrent différents événements qui se passent dans la cellule, mais la biologie, c'est aussi une vision d'interaction entre les différents acteurs, de réseau. Un réseau, il peut être très compliqué, mais il peut être très simple. Et par exemple, ici, cette figure sort d'un papier qu'on a publié en 2013 et qui montre l'équation mathématique qui sont à la base de l'équilibre des acteurs qui nous intéressent. Mais ce qui est intéressant, simplement aussi pour illustrer, actuellement, j'ai un financement, et ce soir, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je devais être à Trégueux pour recevoir un chèque de la Ligue, justement pour un projet de recherche qui est un modèle spatio-temporel de la dynamique des réseaux qui contrôle la synthèse des protéines dans l'oursin, donc avec des mathématiciens. Donc j'ai quelqu'un qui me représente, mais regardez bien ce schéma parce qu'il va vous permettre de comprendre à peu près tout. Quand vous avez un modèle biologique, quel qu'il soit, vous pouvez trouver les différents acteurs et vous pouvez trouver les différentes équations qui vont le contrôler. Ces équations, vous pouvez les rentrer en informatique et vous pouvez faire simuler vos équations. Moi, je ne sais pas le faire, mais j'ai des collègues qui savent le faire. Moi, je leur propose la biologie, eux, ils le font. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de cette expérimentation qu'on appelle sèche, parce qu'ici, il n'y a pas de biologie sur la paillasse, c'est vraiment dans les ordinateurs, vous allez pouvoir faire apparaître de nouvelles propriétés à votre système, ce qu'on appelle des propriétés émergentes. Et nous, biologistes, on va retester par des expérimentations humides si ces propriétés émergentes existent et si elles sont réelles. C'est la nouvelle biologie de demain. D'où la nécessité de former nos étudiants à ce type de réflexion. En même temps, c'est un petit essai que je fais avec vous, puisque je me suis engagé à présenter dans une UTL dans un an, justement, la biologie des systèmes. Donc vous voyez que le challenge, il n'est pas facile. Mais on va avancer. On est bien dans de la cancérologie. Si vous prenez ici ce papier qui est sorti en 2009, biologie des systèmes, donc on est bien sur cette approche justement de mathématiques, d'informatique. Et vous voyez, ces modèles mathématiques permettent de prédire l'évolution du système. Les gens réfléchissent depuis sur cette approche scientifique dans le cadre du cancer. Donc ce que l'on fait sur l'oursin va permettre d'alimenter la réflexion sur le cancer. Et ce que l'on va trouver va permettre d'alimenter la réflexion sur le cancer. Alors, la notion de propriété émergente, elle est extrêmement compliquée. Et j'ai trouvé un moyen, une métaphore, pour essayer de vous la faire comprendre. La première chose déjà, un système, qu'est-ce que c'est? Un système, c'est quelque chose qui est fait de pièces, peu importe les pièces. Une boîte de dominos ici, enfin ce n'est pas des dominos, c'est des Legos. Mais vous voyez bien qu'un système, quand vous mettez les Legos ensemble, ce n'est pas que la simple somme des éléments qui constituent. Ici, si vous associez les Legos, vous avez un tigre, et ils vont exprimer un certain nombre de choses. Vous pouvez aussi faire carrément une voiture qui va rouler. Et donc vous imaginez que chaque équation mathématique qui va permettre la rotation, qui va permettre l'avancée, les résistances, etc., vous avez un système nouveau avec une propriété émergente, avec le même mécanisme, les mêmes éléments. Imaginez que ce sont des gènes, que les gènes sont des Legos qui existent depuis pas mal de temps en termes d'évolution. Et que ces gènes, eh ben, ils ont été arrangés les uns par rapport aux autres, vous avez des propriétés différentes. Ici, vous avez une robe, et celui-ci, je le trouve extraordinaire. Parce que si vous le regardez bien, il va vous faire exprimer une certaine sensation.
vous allez ressentir quelque chose. Quelqu'un qui s'ouvre comme ça et qui se déverse, ça va faire chez vous un certain nombre de propriétés émergentes auxquelles on n'aurait même pas imaginé en voyant une boîte de Lego. Donc on voit bien qu'un système, ce n'est pas que la simple somme de ces éléments, ça va être quelque chose de beaucoup plus compliqué, d'interaction et de relations. Alors voilà, la réalité de mon laboratoire. Ce n'est pas des Lego. Moi, mes Lego, ils sont là. C'est que je m'intéresse à tous ces acteurs-là. Il me faut 40 heures pour vous l'expliquer. D'accord? Et si vous avez des bases. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que dans nos travaux, on s'intéresse aux mécanismes de cancérisation. Pourquoi? Parce qu'en gros, tous ces acteurs, en particulier celui-ci et puis celui-ci, sont des acteurs qui sont maintenant bien associés au cancer. On est capable, en changeant l'expression de celui-ci, de transformer une cellule saine en une cellule cancéreuse. Et au contraire, en changeant l'expression de celui-ci, on est capable de faire revenir une cellule cancéreuse en une cellule saine. Donc on est capable de modifier les choses et de devenir des cellules. On a découvert à partir de notre modèle de nouveaux mécanismes qui sont affectés, enfin qui sont associés directement à nos acteurs. Et ces nouveaux mécanismes sont de nouvelles voies thérapeutiques potentielles. Et donc on est sur cette dynamique-là. Donc à partir d'acteurs anciens, on va trouver de nouveaux concepts, et c'est de la recherche fondamentale. Vous comprenez bien la notion d'acteurs anciens, c'est-à-dire ces gènes qui sont le résultat de l'histoire de l'évolution. En travaillant dessus chez l'oursin, on va trouver de nouveaux concepts et de nouveaux, peut-être de nouvelles régulations, de nouvelles cibles, pour essayer justement de trouver de nouveaux acteurs et d'essayer de trouver de nouvelles thérapies. Alors, ce n'est pas totalement dénié de bon sens, hein, on a déjà des résultats. J'avais un maître de conférence au laboratoire, Bertrand Cosson, qui a fait un travail extraordinaire. D'ailleurs, il a eu un poste de prof maintenant à Paris 7, il nous a quittés, mais tant mieux. On essaime, sauf que j'arrive pas à le faire renouveler, ça c'est un autre problème. Et il a trouvé à partir de nos acteurs un nouvel acteur moléculaire qui pourrait être un acteur intéressant en cancer. Et donc ce travail a permis aussi de trouver une molécule qu'on appelle un peptide et qui a été intéressante pour justement lutter contre la leucémie lymphoïde chronique. Et à l'époque, on avait été aidé par la Ligue, par l'ARC, le CHU de Brest, Leucémie Espoir, et il y avait aussi un projet de participer dans le cadre d'un institut de recherche translationnelle en maladie du sang. Donc vous voyez que je peux travailler sur l'oursin, mais ça ne m'empêche pas d'aller voir vers les patients. Et on a travaillé vraiment pendant 4-5 ans avec une équipe médicale, et on a eu de beaux résultats. On a eu un brevet, aussi, vous voyez, on travaille en termes d'innovation. Et vous voyez que le titre du brevet, ce n'est pas de l'oursin, c'est peptide utilisable pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique, mais le peptide a été initialement dessiné à partir des molécules d'oursin. Puis ensuite, elles ont été modifiées, et en fait, ces peptides n'ont plus rien à voir avec l'oursin. Mais vous voyez qu'on est obligé d'avancer en fonction des résultats. Donc on a continué sur ce travail, mais ça c'est une autre histoire, puis on reviendra dessus si vous le souhaitez après. Ce que je voudrais, je fais attention à l'heure. Il est presque... Donc j'ai encore 5 minutes. D'accord. Ça va, vous tenez le coup? Vous tenez le coup? Bon. Ça va être un peu plus rapide après. L'oursin et cancérologie, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas aussi longue. Les deux autres parties ne sont pas aussi longues. Cet effet qui se coule, parce que je vous ai présenté l'oursin vraiment comme j'essaie de le justifier lorsque je fais une demande de financement. En gros, à chaque fois, je suis obligé de justifier pourquoi j'utilise l'oursin, en quoi un financement pour le cancer doit m'être alloué pour travailler avec l'oursin. C'est normal, mais c'est un petit peu lourd des fois, mais pour le grand public, c'est normal aussi que je vous le retransmette. La deuxième partie, là, qui va être beaucoup plus courte, c'est l'effet qui se coule. Et vous allez comprendre ce que je veux dire par cet effet qui se coule. C'est-à-dire que vous avez vu des divisions d'oursins, et vous avez vu qu'on pouvait analyser des voies qui contrôlent les divisions à l'intérieur. Mais vous pouvez aussi vous intéresser à des molécules qui vont avoir un effet sur la cancérogénèse. Vous avez des cellules qui se divisent, et par exemple ici la rapamycine, vous voyez aussi un nom, rapamycine, ça vient de Rapa Nui, c'est l'île de Pâques, c'est le nom indigène de Rapa Nui. C'est une molécule qui a été trouvée à partir d'une bactérie, et c'est un immunosuppresseur, c'est-à-dire qu'il est utilisé dans les greffes lorsqu'il y a une greffe d'organes, et ça a un effet anticancéreux qu'on ne comprenait pas encore il y a quelques années. Cette rapamycine, nous on l'a montré comme étant directement, en ayant un effet direct sur la division des oursins, et ça nous a permis de montrer de nouveaux contrôles. On a
fait toute la biochimie derrière. On a identifié un nouveau contrôle sensible à la rapamycine. Ça, c'est un papier de 2003, vous voyez que c'était assez ancien, et celui-ci vient d'être publié en février 2016, donc ça c'est plus récent. Et regardez bien, maintenant que vous êtes des experts, vous voyez le titre, cycline B, on est sur la cycline de Tim Hunt, et sur son contrôle d'expression. On essaye de comprendre comment la cellule contrôle l'expression de cette cycline B. Et on est ici, Sea Urchin, c'est de l'oursin, et on est dans l'embryon. Donc on est bien encore dans cette thématique. Mais là, on travaille sur une autre voie qui s'appelle la voie TOR, mais qui est une voie qui, à mon sens, va avoir beaucoup d'importance en cancérogenèse dans les années qui viennent. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut utiliser l'oursin en mettant dessus des drogues. Donc on peut mettre des drogues dessus pour avoir un effet thérapeutique. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour voir l'effet de molécules suspectes. Si vous avez une molécule que vous mettez en contact de vos cellules d'oursin et que vous allez toucher la division des cellules, ça veut dire que cette molécule peut être un cancérogène putatif. Les molécules suspectes, vous allez les trouver dans les pesticides ou dans la dermatologie ou un certain nombre d'autres choses. Donc ici, vous allez utiliser vos cellules d'oursin en division, vous allez les mettre en contact avec vos molécules et vous allez regarder les divisions. Ici, ce que vous voyez, c'est les divisions au fur et à mesure du temps. Ça va durer un peu trop longtemps pour voir les premières divisions. Ça a été fait il y a 1 mois par l'étudiant qui est en Master 2 dans mon laboratoire et il suit en fait la division ici. Mais bien entendu, à côté, il y a des approches de biochimie, de biologie moléculaire et d'approches intégrées qu'on appelle omics, qui sont justement la génomics. Ce que vous avez, quand j'ai parlé des génomes, on appelle ça la génomics. Pour vous montrer l'importance de ce type de manip, d'expérimentation, j'utilise ici une diapositive que j'ai prise de Robert Bellé, qui est l'ancien directeur de mon équipe et qui maintenant est dans mon équipe et qui est professeur émérite, et qui a travaillé depuis 2002 sur l'effet d'un pesticide que vous connaissez bien, le glyphosate, d'accord, et le Roundup. Et on a été les premiers au niveau de notre équipe en 2004 à montrer que la formulation glyphosate et le surfactant qui le contient est susceptible d'altérer le cycle cellulaire en utilisant les divisions d'oursins, simplement en mettant les oursins et en mettant différentes concentrations, en regardant les acteurs biochimiques, on peut tout regarder, hein, l'ADN, les divisions, un certain nombre d'acteurs que l'on connaît bien. Et ça a été le départ de tout un travail sur l'étude de ce pesticide. Puis depuis, il y a eu des résultats épidémiologiques, puis depuis, il y a près de 600 articles qui convergent pour dire que c'est un cancérogène probable. Et vous êtes au courant avec les informations que c'est loin d'être encore accepté puisque vous avez des visions polémiques à ce niveau-là. Éventuellement, on pourra en parler un petit peu, mais Robert Bellé est beaucoup plus compétent que moi pour en parler. Mais moi, je peux vous dire que c'est un cancérogène probable maintenant sur différents critères. Et vous voyez le premier papier en 2004 qui montre bien que le glyphosate formulé, et c'est très important, formulé parce que si vous travaillez qu'avec le glyphosate, la molécule glyphosate seule, vous n'avez pas d'effet cancéreux. Mais si vous travaillez avec le glyphosate plus le surfactant qui permet de rentrer dans les cellules, vous avez un effet cancéreux. Et le problème, c'est que les industriels, en général, ne testent que le glyphosate et pas la formulation. Et là, on touche bien le problème de l'utilisation d'un modèle. Mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est qu'avec l'oursin, vous êtes dans un système facile, éthiquement très facile aussi, puisque vous n'avez pas de souris, vous n'avez pas de mammifères. Vous pouvez très facilement tester vos molécules. Donc, ça a un impact sociétal important. Et donc, vous avez la possibilité, à partir de votre modèle, d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, mais vous pouvez aussi utiliser le modèle pour essayer de trouver des actions thérapeutiques sur le cycle cellulaire ou éventuellement toxicologiques. C'est ce que j'appelle l'effet Kiss-Cool, double effet, hein, vous connaissiez la publicité. Vous avez 2 effets en un avec un seul modèle. Et en général, on oublie un petit peu d'expliquer ces 2 approches. C'est des choses que l'on fait au niveau de notre laboratoire et qui fonctionnent bien. Je vais finir, promis, pour vous montrer que l'histoire de l'oursin, je vais aller assez vite, n'est pas unique. Les modèles marins sont aussi une source extraordinaire d'approches et d'apports pour la science et la cancérologie.
Alors, regardez dans la mer, si vous écoutez un peu les informations, si vous écoutez la radio, ce qu'on appelle les biotech bleues, les biotechnologies bleues, ça a le vent en poupe, ça va bien en plus avec la mer, hein, parce que derrière, il y a pas mal d'aspects mythes sur le bienfait de la mer, mythe ou réalité, ça on pourra en discuter, mais surtout, il y a une biodiversité intéressante, pas énorme, hein. C'est une erreur de croire qu'il y a plus de biodiversité dans la mer que sur Terre. C'est tout à fait le contraire. En revanche, dans la mer, vous allez avoir des spécificités. Je vous montrerai tout à l'heure des petits squelettes de molécules, c'est incroyablement complexe. Et retour vers le futur, simplement parce que on sait tous que ce qui est sur Terre est venu de la mer à un moment. Donc on retourne dans cet aspect de l'évolution. Ce que vous connaissez en général, c'est souvent la partie visible de l'iceberg. Ce qui est en dessous, on ne le connaît pas trop. La partie visible de l'iceberg, c'est ça. C'est l'aventure moderne, par exemple, de Tara. Et ici, vous avez Colomba de Vargas, qui est à la station biologique de Roscoff, qui est un des leaders aussi de Tara, qui est justement d'aller chercher les métabolites marins actifs. On retourne sur cette notion d'aller chercher des molécules qui sont des médicaments, peut-être de demain. Le projet de Tara, Oceanomics, c'est une nouvelle chasse aux métaboliques avec 50 000 échantillons biologiques, 13 000 mesures sur 3 profondeurs. Et vous voyez qu'ici, on revient sur la notion de omics. Je vous ai parlé de omics. Omics, on parle de lipidomics, de hexamétabolomics, de pharmaceutics, etc. Tous ces aspects-là, les omics, ça veut dire que vous allez prendre toute une population, tout ce qu'il y a présent dans un endroit, et vous allez l'analyser d'une manière intégrée. Donc ça, c'est une approche... et on est maintenant conscient que de ces molécules, regardez cette molécule ici, même ceux qui n'ont pas de notion en chimie, on voit bien que c'est extrêmement compliqué. Et la diversité marine fait que justement on a des molécules très compliquées et donc du coup avec des caractéristiques peut-être intéressantes. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les success stories, c'est-à-dire les modèles marins qui ont permis de faire avancer les choses. Alors je vais aller vite, hein, mais il y en a un premier ici qui est un modèle qui a permis de faire comprendre la découverte de l'anaphylaxis, donc c'est la réaction allergique qui a été découverte en 1913 donc, par Charles Richet. Et puis un prix Nobel intéressant et que nos étudiants connaissent bien, c'est le potentiel d'action, c'est la conductance électrique dans les cellules nerveuses. Vous voyez qu'à partir d'un calmar, le mécanisme de notre cerveau a été découvert. Parce que ça fonctionne avec justement des potentiels d'action. Celui-ci, c'est un super modèle aussi. Prix Nobel Physiologie et Médecine 2000. Donc vous voyez déjà, le début du XXIe siècle, 3 prix Nobel directement issus des modèles marins. Il y en a un 4e qui manque, je l'ai appris quand j'étais à un congrès il n'y a pas longtemps. En 2005, il y a eu un prix Nobel sur l'apoptose et ça a été découvert au début à partir d'une palourde. Donc vous voyez que le modèle peut être différent. Mais celui-ci, il est très, très intéressant. La Plisie, c'est le lièvre de mer. C'est Eric Kandel qui a eu son prix Nobel en 2000 pour en fait, la compréhension de la mémoire, des mécanismes moléculaires qui contrôlent la mémoire. Et c'est en utilisant ce mollusque marin qu'il a découvert les mécanismes moléculaires de la mémoire. Alors bien entendu, il faut prendre toute l'histoire depuis le début. Ces expériences ont commencé avec, puis après il est passé sur des souris, et puis il a continué sur plusieurs modèles. Mais le départ, et si vous prenez sa conférence, il vous parlera de ce modèle comme le départ de sa recherche. Ici, l'oursin, je ne vais pas revenir dessus, découverte de la cycline, j'en ai parlé tout à l'heure avec les divisions. Un petit mot quand même pour le prix Nobel de chimie 2007 ou 2008, je ne suis pas sûr de 2008, je crois que c'est 2007, avec Osamu Shimomura, qui a découvert à partir des méduses une protéine fluorescente. Vous l'excitez avec des UV, elle va devenir verte. Il a purifié cette protéine fluorescente, il l'a appelée la GFP, la Green Fluorescent Protein. Je vous en ai parlé au tout début, vous savez, avec les petites souris aux yeux verts ou les oreilles vertes. Et puis même, par exemple, il a purifié l'ADN, enfin le gène qui code pour cette protéine, et il l'a mis dans une souris. Voyez ? Et l'autre souris, elle devient une souris verte qui courait dans l'herbe. Hein, on la prend par la queue. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette souris verte, le gène, vous pouvez les transformer avec différentes couleurs maintenant. Et chaque couleur ici, ce que vous voyez, c'est le résultat de l'expression d'un gène. C'est-à-dire que vous pouvez faire le suivi de l'expression d'un gène dans un organisme vivant. Biologie, ça veut dire science du vivant. Quand j'ai commencé mes études,
quand j'arrivais à l'université, à 8 heures, on nous donnait un macromore dans le formol qu'on disséquait et qu'on regardait, on faisait de la biologie. Puis ensuite, on regardait des lames fixées, mais ça ne bougeait pas. Depuis le début, je vous ai montré que des films qui bougent, la science du vivant. Et je vous ai montré des molécules qui bougent. C'est grâce à cette découverte de la GFP qu'on peut voir ces molécules. Je pense que c'est la découverte la plus importante après le microscope qui a été faite. D'accord ? Et ça a été fait à partir d'une méduse qui est ici et à partir de la GFP. Donc en gros, pour conclure dans tout ça, c'est que ces techniques, on peut les classer dans les technologies bleues parce que justement on utilise le vivant pour faire de la technologie, et bleu parce que ça vient du milieu marin. Mais bleu, ça ne veut pas dire que c'est que de la mer, on peut faire de la médecine avec, etc. Mais ça vient du milieu marin, parce que dans le milieu marin, vous avez un environnement physico-chimique spécifique, je vous ai montré des molécules très complexes. Vous avez des organismes qui sont tout à fait marins, avec des adaptations et puis des systèmes qui nous permettent de répondre à un certain nombre de questions, ici l'oursin. Vous avez une histoire évolutive, je vous ai expliqué toute cette histoire évolutive, et pourquoi s'intéresser à des modèles qui sont évolutivement intéressants, mais qui ont divergé avec nous depuis près de 40 à 50 millions d'années, hein, donc c'est une longue histoire. Des filars exclusivement marins, c'est-à-dire que ça souligne l'intérêt de faire attention à ne pas tuer tout ce qu'il y a dans la mer, parce que quand ils seront disparus, on ne pourra plus les étudier, on ne pourra plus les utiliser. Une chimiospécificité, c'est-à-dire que vous allez trouver des molécules très particulières. Le haut débit, comme je vous ai parlé de séquençage, en 2013, on était à 3112 projets de génome. Je pense que maintenant, en 2015, on a carrément doublé encore. Ça veut dire que nos ordinateurs sont saturés de data, et donc il va falloir maintenant passer à l'étape justement d'utilisation des data et de gens compétents en mathématiques, en bioinformatique et en biologie pour pouvoir intégrer tout ça. Donc je reviens sur cette notion de formation. Il faut que nos étudiants arrêtent d'être segmentés, je fais des maths ou je fais de la biologie. Il faut arriver à avoir des étudiants qui ont envie de faire de la biologie et des mathématiques. Ce qui ne veut pas dire que celui qui veut faire que de la biologie ne peut pas faire que de la biologie ou faire que des mathématiques, mais il faut ouvrir la pluridisciplinarité. Donc que tout ça, ça va dans le même sens. Et en fait, l'oursin contre le crabe, vous avez compris, en fait, la cancérologie, c'est notre objectif derrière, essayer de trouver de nouvelles thérapies. On utilise un modèle biologique qui nous permet de répondre à des questions. On cherche des métabolites secondaires, des molécules qui nous permettent de lutter contre la cancérologie ou des outils, des peptides. Et puis on a une approche holistique, c'est-à-dire une approche intégrée de biologie des systèmes pour essayer de trouver des propriétés émergentes qui nous permettent de lutter contre la cancérologie. Donc on est bien dans le titre de la présentation d'aujourd'hui, qui était l'oursin contre le crabe. Alors bien entendu, je ne suis pas tout seul. Je suis même peut-être le moins utile dans tout ça. Là, je tiens à remercier pour le travail, en particulier pour le dernier PLOS ONE qui vient d'être publié, Héloïse Chassé qui vient de finir sa thèse et qui va partir en postdoc. Julia Morales qui a énormément travaillé aussi pour les approches holistiques. Odile Mulner-Lorillon qui est une directeure de recherche au CNRS et qui a vraiment une experte sur la division des cellules, en particulier sur l'oursin. Robert Bellé, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le glyphosate. Nos techniciennes Sandrine Boulben et Virginie Glipa. Agnès qui vient de nous rejoindre, donc elle va nous emmener plein de nouvelles idées. Et puis aussi les mathématiciens. Vous voyez, on a reçu depuis 2 mois un nouveau mathématicien qui va faire sa thèse sur justement les mathématiques appliquées à la biologie, à cette notion de régulation de nos réseaux. Benoît, qui a été recruté il y a 2 ans comme maître de conférence à l'université Pierre et Marie Curie. Il n'est pas dans mon équipe, mais il appartient à un laboratoire à Paris, mais il est sur la station biologique de Roscoff. Jocelyn, qui est en Master 2. Sophie, ici en microscopie. Puis, bien entendu, le secrétariat qui est indispensable avec Sophie Labrousse. Et puis, je tiens à vous remercier parce que vous avez été très sages. Merci beaucoup. Quand vous faites les petits films, là, vous avez des images que vous étudiez une à une. Là, la méthodologie que vous prenez, vous filmez comment En fait, c'est ce qu'on appelle la vidéo-microscopie. En anglais, ça se dit du time-lapse. Vous prenez alors vous contrôlez les choses. Vous allez prendre des images toutes les 5 secondes, toutes les 10 secondes, toutes les minutes, en fonction de ce que vous voulez observer. Et puis vous regardez. Ensuite, vous analysez les films. Donc ça, c'est relativement facile. Ce qui est, j'ai pas pu le faire, mais j'espère que d'ici quelques années, je pourrai le montrer au grand public, par exemple.
On peut imaginer, avec ces molécules fluorescentes, c'est des techniques qu'on appelle le FRET, c'est des noms très compliqués, mais la fluorescence de ces acteurs, de ces molécules, va changer lorsque deux molécules s'approchent. Donc si dans une cellule, vous avez deux molécules qui interagissent l'une avec l'autre, et que vous avez réussi à accrocher votre fluorescence, vous pouvez visualiser dans la cellule l'endroit où les deux molécules vont s'associer. Donc vous voyez vraiment le vivant. Et ça se fait très très bien. On n'arrive pas à le faire dans l'oursin encore. Mais dans les cellules en culture, ça se fait très très bien. D'où, je vous dis bien, avec l'oursin, on ne répondra pas à toutes les questions. Et surtout, il ne faut pas comprendre que je mets en compétition les modèles. Je mets plutôt le côté complémentaire entre les modèles. Je passe très facilement, moi, des cellules en culture à l'oursin ou à d'autres modèles en fonction de la question et de la technologie que j'ai besoin. Donc il faut avoir une vision très large. En revanche, l'oursin reste un modèle intéressant pour les différentes caractéristiques que je vous ai données. Est-ce que le cancer n'est pas un prétexte pour avancer en biologie ? Parce que le cancer lui-même, c'est un accident, mais un accident est toujours intéressant à étudier. Je trouve que votre question est extrêmement pertinente, en tout cas à mon niveau. Et ça revient à la discussion qu'on avait eue au début avec justement le Semi-Espoir, parce que j'ai été dans des projets très appliqués aussi, où vous êtes confronté à un public de patients ou de gens dont les proches sont atteints par le cancer. Donc là, le regard sur le cancer va être totalement différent. On est dans de la philosophie là presque, mais c'est pour ça qu'il faut être pluridisciplinaire. Mais c'est vrai que pour moi, le cancer est l'occasion d'aller plus loin dans le cadre de ma recherche avec le contrôle de la division des cellules. Et je dis bien que je ne soigne pas le cancer, c'est-à-dire que je ne suis pas médecin. Ce que j'espère, c'est que les découvertes que je vais faire puissent être utilisées ensuite par les compétences et l'aspect thérapeutique. Et les deux sont indissociables. Tous les médicaments ont été au début identifiés par des approches de biologie, enfin tous peut-être pas, il y en a quelques-uns quand même, des approches de biologie fondamentale. Mais il ne faut pas non plus opposer la biologie fondamentale et la recherche appliquée. Les deux sont associés et ça permet vraiment d'avancer. Alors la même chose, moi j'ai appris avec l'âge à ne pas me fermer l'esprit, c'est-à-dire que je ne mets pas de barrière entre les deux. Si je vois que j'ai quelque chose qui est potentiellement applicable, je vais essayer de trouver les compétences pour le faire développer à ce niveau-là. Mais après, je n'essaierai pas d'en faire mon objectif n'est pas de faire des finances derrière. Parce que quand vous faites de l'appliqué, après vous rentrez dans un autre système qui est extrêmement compliqué, hein, vraiment très très compliqué. On a été, nous, visités par ce qu'on appelle des business angels, c'est-à-dire des gens, comme on a publié notre papier sur la dégradation, enfin, je ne voulais pas présenter ici, mais avec notre peptide, on a une activité biologique très intéressante. Bah, tout de suite, vous avez des gens qui font un suivi de bibliographie et qui voient derrière qu'est-ce qui pourrait, en termes de thérapie ou éventuellement d'application pharmaceutique. Donc ils sont venus nous voir, ils nous ont dit si vous répondez à cette question-là, on vous met un gros montant d'argent sur la table. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas répondre à cette question-là. Donc voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas l'argent. Mais j'espère que d'autres labos auront la réponse à la question et qu'ils pourront le développer. Quand vous êtes scientifique, ce que vous voulez, c'est que... ça rejoint un peu votre question. Quelle est ma motivation ? Ma motivation, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes qui président déjà à la vie des cellules, qu'elles soient saines ou malades ou pathologiques, et puis essayer d'avoir des choses qui puissent être transférées ensuite aux étudiants ou éventuellement au grand public, parce que c'est un savoir qui vous appartient. Et ça, c'est ma motivation. Après, le côté de l'argent, je dis ça parce qu'il y avait vous connaissez Sur les épaules de Darwin, le samedi matin, pour beaucoup, il parlait de Marie Curie et justement de sa position. Alors, je ne me compare pas à Marie Curie, hein, de prix Nobel et avec des idées assez géniales. Mais ils avaient une position avec son mari par rapport à l'innovation, par rapport au brevet, qui était assez radicale. Après, on peut discuter, mais qui était vraiment de faire de la science. En revanche, l'application est intéressante, parce qu'on en a parlé par rapport au translationnel. Quand vous êtes pris dans
vous avez une molécule et que vous avez un effet qui peut avoir un aspect thérapeutique, c'est extrêmement excitant. Mais ça fait vraiment très peur. Là, moi, je ne suis pas médecin et franchement, je tire mon chapeau aux médecins. Parce que il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que le capital avantage-risque, le rapport avantage-risque, le danger d'une molécule, quelque chose d'extrêmement grave. Donc dès que vous mettez le doigt dans cet engrenage-là, il faut avoir les épaules extrêmement solides pour le mener jusqu'au terme. En toute objectivité, c'est-à-dire ce que j'expliquais, le peptide, on a eu un moment de grande excitation parce qu'on a eu des résultats extrêmement positifs. Et puis, on a ouvert notre champ d'investigation parce qu'on voulait être rigoureux. Et heureusement qu'on l'a fait parce qu'on s'est aperçu que la spécificité qu'on avait mis en évidence au début n'était pas si grande que ça et qu'on touchait aussi des cellules saines. Donc, heureusement, il faut accepter qu'on n'ait pas raison. Simplement, ce qu'on a trouvé, c'est déjà une brique pour l'ensemble du chantier. Donc il faut accepter d'être très humble à ce niveau-là. Mais c'est vrai, ce que vous dites, le cancer est pour moi une motivation. Bon, malheureusement, on est tous touchés par le cancer, donc on n'a qu'une envie, c'est d'essayer de trouver le maximum de choses. Je ne sais pas si tout sera enregistré, si je peux tout dire, parce qu'il y a des choses... Il y a des choses... Par exemple, faire des coupes, hein. je trouve vraiment dommage que la recherche fondamentale soit si peu financée au niveau de l'État. Et je trouve vraiment dommage que ce soit des associations comme la Ligue contre le cancer, l'ARC, le CEMI Espoir, qui nous financent, alors que ces associations devraient pouvoir se concentrer sur le bien-être du patient et l'accompagnement des familles. Et moi, en tant que chercheur, ça me gêne énormément de ne pas avoir plus d'argent des services publics pour pouvoir financer, en fait, mes propres recherches. Et c'est un vrai problème, vrai souci. Après, je ne me plains pas, on a des financements, on fonctionne, mais je ne trouve pas normal que 80% de mes financements viennent en dehors des financements d'État. C'est un laboratoire de recherche CNRS. Il a une double affiliation, donc CNRS, Centre national de recherche scientifique, et Université Pierre et Marie Curie. C'est un centre extrêmement bien financé, dans le sens où vous allez avoir des équipements vraiment modernes. C'est un centre connu d'un point de vue international. Et quand je le dis, alors là, sans aucune ambiguïté, il est reconnu dans le monde entier. Vous allez aux États-Unis, ils connaissent Roscoff. Il est très reconnu sur les macroalgues et sur les microalgues aussi. Au niveau de nos modèles, il est un petit peu moins reconnu. Pendant un moment, vous aviez Laurent Meyer qui a monté une start-up qui avait une visibilité internationale qui était très forte aussi. Mais c'est un centre vraiment très fort, avec de gros financements de la région. Je n'ai pas remercié correctement, mais la région, par exemple, nous aide. Et on est dans une région Bretagne extrêmement dynamique pour les financements et puis pour la compréhension de ce que l'on veut faire, pour la compréhension aussi des enseignements et l'intérêt des jeunes, parce que moi, je suis enseignant-chercheur, donc il faut que j'associe les deux. Bon. Vous avez le Conseil général, et puis vous avez le CNRS et l'UPMC qui finance. Il ne faut pas oublier aussi que dans un budget consolidé, il faut prendre nos salaires. Moi, je coûte cher à la société. Tous mes collègues, on coûte cher à la société en termes de salaire. Donc, on a, je dirais, l'environnement. Où je trouve assez triste, c'est que dans cet environnement qui a un potentiel énorme, vous n'avez pas le financement pour faire les recherches. Donc vous allez les chercher, on vous pousse à faire de la recherche de financement. Alors ça peut être très dynamique sur le papier, c'est exténuant dans la réalité. Parce que vous faites 12, 15 appels de recherche par an, je ne fais que ça, faire des appels de recherche. Ensuite, quand vous avez un appel de recherche, il faut répondre aussi en termes de bilan. Je suis un petit peu dépité de l'énergie que je mets à chercher l'argent pour travailler. Donc ça, je pense qu'il faut arriver à l'améliorer. Quand je vois Denis Lallemand, qui lui est responsable d'un laboratoire à Monaco, qui a monté un laboratoire justement qui va des modèles marins et des modèles marins au cancer,
Il est actuellement, si j'ai bien compris, porteur d'un projet avec Tara, encore qui repart sur le corail. Son laboratoire, moi j'ai été invité justement aux journées de cancérologie à Monaco, j'ai pu présenter les modèles marins et cancer. J'ai demandé ses financements en me disant, est-ce que ils n'ont pas le droit d'aller chercher du financement ailleurs. Ils ont leur financement, ils sont évalués d'une manière rigoureuse, ils sont extrêmement brillants. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas parce que vous êtes dans un système compétitif que vous êtes obligatoirement plus brillant. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre. On est dans une... Alors, ouais. Là, actuellement, oui, on arrive à un moment où on commence. Puis il y a aussi de fatigue, quoi. D'énergie et de fatigue. Et heureusement qu'on a la Ligue, hein. Heureusement qu'on a l'ARC, hein. Heureusement qu'on a différentes associations, parce que, franchement, pour faire fonctionner nos laboratoires en termes de recherche, hein, on n'aurait pas cet argent-là, ça serait très difficile. Donc il faut des stratégies. Oui. Les laboratoires pharmaceutiques, ils vous aident ou... Alors, nous, à notre niveau, non. Je pense qu'il y a certains laboratoires. Après, vous savez, il faut aussi... C'est vos amis, ça ou... Comment? C'est vos amis? Oh, je n'irai pas jusque-là. Ce qu'il y a, c'est que on est dans un monde où la visibilité, il faut être très illustre pour avoir les choses. Plus vous en avez, plus on vous en donne. Et pourtant, quand on regarde l'histoire des sciences, les innovations ne viennent pas des aspects les plus illustres. C'est-à-dire ceux qui sont illustres ont déjà trouvé, mais quand ils ont commencé, ils n'étaient pas très illustres. Et donc, je pense qu'il y a un certain nombre de labos qui ont des très bons partenariats avec l'entreprise pharmaceutique et que ça doit pouvoir fonctionner. Bon, il est clair que l'entreprise pharmaceutique actuellement ne se porte pas au mieux et qu'elle a totalement diminué son investissement en recherche et développement, même au sein de l'entreprise, et qu'elle voudrait s'appuyer sur la recherche publique pour pouvoir trouver un maximum de choses à développer. Donc on nous demande, nous les laboratoires publics, de tout faire à la base, c'est-à-dire d'avoir l'idée, de trouver les financements qui sont les plus difficiles puisqu'on est dans la découverte complète, de montrer la preuve de concept. Et une fois que la preuve de concept, alors là, vous allez avoir éventuellement des entreprises qui vont s'y intéresser et qui vont le développer sans qu'il y ait obligatoirement un retour. Donc là, les structures, alors on a normalement des structures de plus en plus compétentes au niveau de nos universités et au niveau du CNRS juridique pour protéger justement le bien public. Mais le problème, c'est que c'est moyennement... enfin, ils sont très forts. Hein. Vous savez, le brevet, là, moi le brevet, je l'ai fait vraiment parce que je pensais que c'était une protection par rapport à notre découverte. Et quand on a discuté avec différentes personnes au niveau juridique, ils m'ont dit, mais vous savez, si une entreprise veut votre découverte, ils vont aligner 40 juristes, vous allez arriver avec un juriste, et vous allez vous faire laminer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une protection totale du brevet, il ne faut pas croire. Donc c'est un système dans lequel on nous engage, on perd beaucoup d'énergie, et un brevet, je peux vous assurer que c'est beaucoup d'énergie. Je n'imaginais pas que c'était autant d'énergie. Je trouve peu de retour derrière. Et pourtant, le CNRS a financé, il y a eu 60 000 euros de financement au niveau juridique, au niveau de ce brevet, et ce n'est pas un secret. Sur ce peptide qui a été breveté, j'avais fait moi le budget. Je crois qu'on était à peu près à 3,5 millions d'investissement avec les salaires sur 4 ans de recherche. Donc ça vous donne un peu une idée de la somme d'argent. Et ça vous montre aussi qu'un biologiste n'est pas un doux rêveur. Hein. Il sait ce que c'est qu'un budget environné, etc. Donc on est confronté à ce problème de l'argent. Bon. Après, là, je dirais qu'il faut aussi... garder, bon, il y a un système économique, il y a un système national. On n'est pas dans la pire des situations. Il ne faut pas croire non plus, et là on en parle souvent, il ne faut pas croire non plus que s'il y avait tout l'argent, ça irait beaucoup plus vite. Il faut se méfier de cette idée-là. Là, je parle en mon nom. Je ne parle pas au nom de la communauté scientifique. Je prends le risque de parler en mon nom. Mais mon expérience me prouve que ce n'est pas parce que vous êtes le plus riche que vous êtes le plus efficace. Moi, je vois bien par rapport à mon équipe, il y a eu des moments où on a eu beaucoup d'argent et on est tellement
dans la gestion de cet argent et essayer de le gérer au mieux que vous perdez un peu d'efficacité. Il y a des fois où vous êtes en période de disette, vous gérez les choses d'une manière un peu plus drastique et vous êtes des fois plus efficace. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps dans la disette. Parce que s'il y en a ici, il faut arriver à un équilibre. Une chose est sûre, c'est qu'il faut de la sérénité. Si vous voulez faire de la recherche, il faut pouvoir vous lever le matin en disant que vous allez pouvoir faire les manips à peu près que vous avez dessinées et avoir un budget pérenne qui vous permet de faire vos manips. Enfin, quand je dis manip, c'est expérimentation. C'est donc, oui. Dans votre domaine, bien sûr, pour 100 000 euros de salaire ou 1 million de salaire, il faudrait idéalement quel budget à côté? J'ai pas réfléchi. Peu de choses ou un tiers? Non, deux fois plus? Non, un tiers, on y arriverait vraiment bien. Donc c'est ridicule, ça vous manque? Oui. Non, je pense qu'un tiers nous irait. En fait, les expériences. Après, les expériences que l'on fait peuvent être chères. Bon, après, ça dépend aussi de ce que vous voulez faire comme manip. Il y a des manips qui sont très chères. Et puis elles évoluent. Hein. Le génome, par exemple, quand on avait commencé à faire quand vous faisiez un séquençage il y a 10 ans, ça coûtait une fortune. Maintenant, vous faites un séquençage pour 3 000 euros ou 4 000 euros. Vous avez des organismes qui vous séquencent complètement votre génome. Donc 3 000 euros. Moi, mon budget de mon laboratoire tourne à peu près aux alentours de, dans les périodes les plus faibles, autour de 40 000 euros, et les plus fortes, j'ai eu jusqu'à 120 200 000 euros, quoi. Donc, vous voyez, pour les salaires, après, oui, ça fait un tiers, même pas un tiers. Oh, ouais, même pas un tiers. C'est-à-dire, d'ailleurs, on a appris à faire les salaires enfin les budgets environnés. Quand vous mettez la part salaire dans votre budget, ce qui vous sert pour les consommables et faire vos expérimentations, c'est pas grand-chose. Et c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. Merci pour toutes ces questions. Je pense qu'on va s'arrêter là si vous voulez bien. Merci beaucoup. Merci.